C'est vraiment en fait l'alliance de plusieurs données qui fera qu'on pourra identifier sur ce poste. Et après, comment on l'a fait évoluer? Bon, il y a du coaching. En fait, la personne qui a le poste aujourd'hui peut coacher, accompagner ces personnes pour transmettre son savoir, ses compétences. Salut Anaïs, merci d'être présente aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, je crois que ça fait... Bien plus d'un an environ. Ouais, un an. effectivement, C'est tout ça. à fait. Aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de toi, de ton parcours, des missions sur lesquelles tu évolues actuellement aujourd'hui, mais plus précisément les études par lesquelles tu as commencé ton parcours académique pour qu'on puisse avoir une vision assez précise de ton parcours professionnel aujourd'hui. Du coup, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les études que tu as faites? Très bien. Donc j'ai obtenu mon baccalauréat en 2021 en Guadeloupe, donc je fais toute ma scolarité en Guadeloupe. À la suite de ça, j'ai passé le concours César pour l'entrée en école de commerce, donc bac plus 4 ans en BBA, et j'ai choisi le M1. Donc le M1, le BBA, c'est un parcours en 4 ans qui est assez bien structuré, et chaque année, on a un semestre de cours et un semestre de stage. Donc c'est vraiment un parcours qui nous professionnalise. On voit des professionnels, on a des coachs carrière, des professeurs qui ont une expertise sur le sujet. C'est vraiment un parcours assez polyvalent. On a de la finance, de la communication, des ressources humaines, il y a beaucoup de projets autour de l'entrepreneuriat, etc. Et je me suis dirigée vers ce parcours à la suite du bac. Actuellement, je suis Talent Development Analyst au sein d'un grand groupe de l'agroalimentaire. Et en parallèle, je suis un Master 2 en ressources humaines à Dauphine. D'accord, super. Et durant ton parcours à l'UM Lyon, d'ailleurs c'est là où on s'est rencontrés puisque j'étais consultante en carrière et tu étais une de mes étudiantes, notamment sur le parcours employabilité. Alors j'explique rapidement pour ceux qui nous regardent en quoi ça consiste. Le parcours employabilité, c'est justement des cours carrière qu'on va intégrer dans la maquette du programme. Alors, c'est pas des cours qui sont crédités, mais c'est quand même indispensable et obligatoire pour pouvoir justement se préparer à l'insertion professionnelle, où là, on va avoir des thématiques telles que la construction du CV, de la lettre de motivation, l'identification de nos aspirations, des métiers, des secteurs qui nous plaisent, et puis jusqu'à la préparation des entretiens. Et en parallèle, certaines écoles aussi proposent des thématiques qui s'articulent autour du CV, la lettre de motivation, identifier les aspirations, métiers, secteurs, jusqu'aux entretiens. Et en parallèle, on va également avoir des sessions de coaching individuelles où là, justement, les étudiants sont reçus un par un pour travailler sur leurs projets perso et on a pu également travailler ensemble. Et lorsqu'on s'est rencontrés à ce moment-là, tu avais déjà occupé plusieurs stages. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des fonctions sur lesquelles tu as évolué? Oui, bien sûr. Alors, en première année, j'ai fait un stage au sein de JDEF, donc c'est un institut pour le parcours professionnel pour les adultes. Donc, c'est un stage de 2 mois. Pour mes stages à l'Union, c'est 2 mois, c'est assez court, c'est vraiment immersion dans l'entreprise, voir comment ça se passe, etc. Donc, vous allez choisir n'importe quel poste, n'importe quel domaine. Donc, moi, c'était plus des fonctions administratives où j'accompagnais des chefs de projet, je voyais ce qu'ils faisaient au quotidien, je les aidais, etc. Donc, c'était super intéressant, hyper immersif. Deuxième année, j'ai fait un stage à la Banque de France, notamment l'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, donc c'était en Guadeloupe. Donc là, c'est vraiment plus spécifique, c'est la Banque de France, mais spécifiquement pour les Antilles. Donc j'étais analyste financière, où là, vraiment, on est dans les chiffres, l'analyse, la rigueur, etc. Donc c'est un stage de 5 mois qui s'est super bien passé, qui m'a permis d'appliquer ce que j'ai vu à Lyon, le côté finance, analyse financière, etc. En troisième année, j'ai fait un stage au sein d'EDF en tant que chargée de mission ressources humaines. Donc là, rien à voir, mais en fait, finalement, j'ai pu allier chaque compétence que j'ai acquise durant tous ces stages pour la suite à chaque fois. Donc, chargée de mission RH, j'ai vu beaucoup de choses. C'est là où j'ai allié le plus de compétences. Vraiment, je suis passée par la chefferie de projet, du recrutement, spécifiquement pour les RH. Vraiment, ça m'a vraiment permis de mettre en application tout ce que j'avais appris à l'Union. Et en dernière année, j'ai fait une alternance d'1 an au sein de Verisure en tant que Talent Acquisition Specialist. Donc là, c'est du recrutement, c'est plus spécifiquement du chasseuse de tête. Okay. Donc là, en fait, on a un besoin qui s'exprime auprès des managers. Et on va chercher, notamment sur LinkedIn, les réseaux professionnels, les profils qui correspondraient à ce manager. Donc en fait, c'est bien puisqu'on va s'adapter en fait, puisqu'on peut avoir un manager de la transformation, de la finance, qui nous demande
un profil qui va être totalement différent en fonction de l'équipe, des objectifs, la seniorité. Et c'est bien parce qu'on s'adapte et on va chercher le profil qui correspondrait certes au domaine, mais au manager. Donc c'est super intéressant, c'est vraiment la partie recrutement des ressources humaines. Et tu as eu une formation sur ça parce que juste avant, tu as occupé des stages, notamment sur de la gestion de projet Oui. et en tant que dans le département finance sur la réussite financière. Oui. Et juste après, on fait un gap. Alors, je crois qu'entre-temps, il y a eu un poste RH, mais juste après, là, on passe sur du recrutement avec une identification des compétences à la fois techniques et interpersonnelles. Et ce que tu disais, cette dualité où il faut comprendre à la fois les besoins qui sont liés au poste, au périmètre et aux responsabilités, mais qui correspondent aussi à la fois en termes de collaboration, je peux dire, et le type de management du manager. Oui. Comment tu as pu être formé ou accompagné pour comprendre un petit peu tous ces enjeux? Oui, c'est une très bonne question. Alors, mon stage au sein d'EDF m'a beaucoup formée au niveau de la polyvalence et du fait de s'adapter. Et durant ma 4e année UM donc c'est considéré comme un Master 1, on choisit une spécialité. Et j'ai pris une spécialité qui rassemble de la sociologie, des sciences sociales, du recrutement. On a aussi fait des ressources humaines. Donc j'avais un petit peu cette partie théorique, un peu moins pratique. Mais surtout, au centre Vérissure, mon manager m'a formé, m'a accompagné pendant plusieurs mois. Donc c'est là où j'ai pu apprendre, observer, comprendre et après appliquer. Là, j'étais totalement immersie en autonomie. Et vraiment, je dirais que du fait d'être autonome, j'ai vraiment appris par moi-même et j'ai compris. Et beaucoup d'observations aussi au début. Durant cette dernière expérience qui a été une des plus significatives, puisque tu y es resté 1 an, qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'effet d'accomplissement et aussi de la reconnaissance de la part du manager, puisqu'on répond à un réel besoin. Donc, petite information complémentaire, j'étais sur des postes manager, top manager, donc des postes assez stratégiques pour l'entreprise. Donc, généralement, c'était soit des membres du CODIR auxquels on répondait, pour lesquels on répondait aux besoins. Donc, j'ai vraiment apprécié la reconnaissance et le fait, en fait, de trouver la bonne personne qui correspondra à la fois, que ce soit le côté humain, justement, qu'on retrouve à RH, mais aussi le côté technique, compétences au manager. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les compétences principales qui t'ont vraiment permis de délivrer un travail assez qualitatif, qui t'ont permis d'avoir cette reconnaissance de tes managers? Je dirais l'adaptabilité, puisqu'on discute avec les managers qui viennent de différents départements, que ce soit la finance, les ressources humaines, la transformation. Donc il faut savoir s'adapter au domaine, parce que c'est assez spécifique, vraiment ça varie en fonction des managers. La polyvalence, plutôt au niveau des compétences finalement, mais pouvoir utiliser toutes les ressources que j'ai pour répondre aux besoins. Et je dirais finalement une question de rigueur, puisque finalement, c'est des besoins, s'il y a une urgence dessus, il faut s'y appliquer, trouver le profil, rassembler toutes les ressources qu'on a pour trouver la personne au plus vite, si c'est possible, hein, parce que des fois, il peut y avoir des aléas ou des complications. Mais je dirais oui, c'est 3 compétences. Et du coup, cette alternance-là, c'était en parallèle de ta 4e année à l'UM Lyon. C'est ça. Justement qu'on travaillait ensemble. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on s'est rencontrés, qu'on a poursuivi le coaching carrière de manière personnalisée, à travers des sessions de coaching. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais une idée, donc à l'issue de cette alternance, est-ce que tu avais une idée précise de ce que tu souhaitais faire par la suite? Non, pas vraiment, que ce soit côté académique et professionnel. J'étais un petit peu perdue puisque je me suis dit, qui est assez global, on n'a pas de spécialisation, il faut se spécialiser, on va rentrer dans le monde professionnel très prochainement. Donc j'ai fait appel à toi et on a discuté justement et tu m'as dit, ressources humaines, Anaïs, renseigne-toi auprès des universités. Parce que c'est vrai que je suis restée dans le schéma très école de commerce, le top pour voir qu'est-ce qu'ils proposaient, etc. Et c'est vrai qu'en école de commerce, il n'y a pas beaucoup de masters spécialisés ressources humaines. Donc là, je me suis renseignée, j'ai trouvé le Dauphi, le CIFOP, Panthéon Assas, Sorbonne, etc. Là, j'ai postulé, j'ai fait candidature et j'ai été pris à Dauphine. Et côté professionnel, c'est vrai que on a fait une analyse en fait de mon parcours ensemble. Et on a vu que j'ai le côté assez rigoureux, analytique par rapport à la finance, etc. Les chiffres, la data, j'aimais bien. J'ai aussi le côté un peu plus projet, etc. Et là, à partir de là, je me suis dirigée côté talent au niveau des ressources humaines. Et aujourd'hui, je suis talent analyst. Donc là, dans le détail, je gère en fait des données RH d'une certaine population
pour travailler sur leur plan de succession, leur parcours à venir, etc. Donc voilà, j'allie vraiment deux compétences qui finalement paraissent différentes, mais qu'on peut en fait rassembler et qui permettent de faire quelque chose de super intéressant, je trouve, aujourd'hui. Complètement, tout à fait. Et c'est vrai que durant les cours carrière aussi, on a pu faire ce travail d'analyse de personnalité professionnelle, comme on le dit, notamment dans le jargon psychométrie. Donc pareil ici, je vais rapidement expliquer ce qui est attendu sur ces tests-là. Donc un test psychométrique, comme on a pu le faire ensemble, c'est vraiment un test qui va identifier nos points forts, c'est-à-dire nos qualités qui sont innées, qui sont vraiment, on va dire, naturelles de pratiquer au quotidien. Et d'autres éléments vont sortir également qui vont plutôt être des axes d'amélioration ou des approches professionnelles qui peuvent parfois un peu manquer de rigueur, où on va devoir mettre un petit coup de boost pour monter un peu plus en puissance. Et dans tes résultats, effectivement, on a eu cette double palette, comme tu l'expliquais juste avant, le côté très analytique, pragmatique, stratégie et souci du détail, et avec ce côté aussi très dans la collaboration, l'ouverture, l'interaction, avec une touche de leadership. Donc oui, ces trois facettes de ta personnalité permettent vraiment de comprendre aujourd'hui la pluralité des missions sur lesquelles tu évolues à ce jour. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc comment justement cet esprit analytique, rigueur, collaboration, leadership, interaction s'imbrique au quotidien dans tes missions? Au quotidien, dans mes missions, alors je vais toute la partie en fait data, analyse de données, quand j'utilise énormément Excel. Donc là, je vais faire des gros reports, vraiment analyse, mais également proposer des plans d'action. Oui. Voilà, donc cette partie très analytique. Et en termes de collaboration, en fait, on a toujours des discussions dans l'équipe. Ce côté aussi RH et polyvalent, comme je dis, où on va utiliser d'autres compétences pour comprendre en fait le profil, comprendre ce qui peut se passer à l'avenir, pouvoir élaborer le plan de succession, etc. Donc c'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par un plan de succession en entreprise? Parce que ça, c'est des choses, on pense, enfin voilà, l'héritage ou autre, mais qu'est-ce que ça veut dire un plan de succession? Un plan de succession, c'est-à-dire c'est sur des postes stratégiques. En fait, aujourd'hui, dans une boîte, il y a quelqu'un qui a des compétences clés sur un poste et on va prévoir en fait sur le court, moyen et long terme des gens pour le remplacer, qui sont en interne ou à l'externe. Donc c'est-à-dire, si cette personne, elle part demain, on a quelqu'un pour remplacer. Elle part dans 2 ans, on a des gens qui actuellement n'ont pas les compétences, mais qui vont évoluer durant ces années pour pouvoir remplacer cette personne. Et sur le plus long terme, 5 ans, des personnes, voilà, on sait déjà qu'ils auront un parcours qui va se diriger vers ce poste actuel que la personne occupe, et qui va également pouvoir le remplacer. Donc vraiment, il y a cette notion, même ces personnes en fait qui sont dans le plan de succession, comment les faire évoluer pour qu'ils puissent avoir les compétences de la personne d'aujourd'hui. Si vous anticipez le remplacement ou vous identifiez un profil qui a des compétences similaires et qui peut être opérationnel rapidement, j'imagine, ça c'est le format le plus simple. Mais quand vous devez identifier un potentiel, voilà, quels sont les outils, les éléments qui vous permettent de se dire, bon bah lui, c'est un profil prédictif qui pourrait potentiellement faire l'affaire, mais dans 2 ans? Donc comment on va l'identifier par rapport à son parcours? Tout simplement pour faire une comparaison avec la personne qui a le poste actuel et voir un peu s'il y a des similarités. Deuxièmement, cette personne même aussi peut émettre des ambitions, aussi dire dans quelques années je me vois évoluer sur tel poste. Donc c'est vraiment en fait l'alliance de plusieurs données qui fera qu'on pourra identifier sur ce poste. Et après, comment on l'a fait évoluer? Il y a du coaching. En fait, la personne qui a le poste aujourd'hui peut coacher, accompagner ces personnes pour transmettre son savoir, ses compétences. Il y a des gros parcours de leadership pour faire évoluer ces personnes, que ce soit au niveau du management, leur leadership au quotidien, etc. Donc vraiment, il y a tout un accompagnement, plusieurs briques qui s'assemblent pour accompagner ce talent, ce potentiel, pour qu'il puisse sur le long terme prendre le poste sur lequel on le voit. Ouais. Effectivement, en tant que talent development analyst, on a bien compris que la mission principale, en tout cas le projet sur lequel tu évolues quotidiennement, c'est vraiment l'identification des profils potentiels qui vont assurer la succession des dirigeants, en tout cas des profils qui évoluent sur des fonctions stratégiques. Puisque ça fait que 3-4 mois que tu es sur ce poste, comme tu viens de débuter ton alternance, est-ce qu'il y a d'autres projets transverses, d'autres missions autour de ça sur lesquelles tu évolues, mais qui restent rattachées aux missions liées au département Talent Development? Oui, bien sûr. Après, je travaille sur une population très spécifique. Donc, même si c'est des projets transverses, ça va toujours revenir à cette population sur laquelle je travaille au quotidien. Donc, dernièrement, justement, j'ai analysé en fait
un survey qui se passe une fois par an, où on questionne en fait nos populations sur la stratégie de l'entreprise, leur engagement. On a des différents indices en fait sur le leadership, l'engagement, notre manager, qu'est-ce qu'il pense pardon, de la direction. Et ça en fait finalement, même si c'est au global, ça nous permet de cibler en fait sur quelle notion notre population, ils ont un résultat moins bon ou très haut sur lequel on a plus besoin de travailler. Et en fait, j'ai fait on fait une analyse aussi par rapport aux années précédentes. Et ça aussi, même si c'est pas en direct sur les profils en eux-mêmes, ça permet en fait d'avoir un impact sur le groupe, l'entreprise au global. Donc voilà le type de projet transverse sur lequel je peux travailler. Donc ça reste toujours très lié par rapport à mes missions du quotidien, donc l'analyse, etc. Mais finalement, ça a d'autres finalités qui sont hyper intéressantes. Et durant ces missions, en tout cas, durant quand tu es sur cette identification des compétences clés, des profils, des personnalités professionnelles, qu'est-ce qui en ressort selon toi? En tout cas, quelles sont les compétences principales qui vont être indispensables pour performer au mieux dans le secteur dans lequel tu évolues aujourd'hui? Tout dépend de l'entreprise. Donc moi spécifiquement, il va y avoir des choses assez spécifiques, mais généralement, on va ressortir les compétences qui s'allient à la fois par rapport à la stratégie de l'entreprise, moyen, court, court, moyen, long Oui, terme. parce que je travaille pour un groupe. C'est ça, pour un grand groupe de l'agroalimentaire. Voilà, les compétences qui vont s'allier par rapport à la stratégie. Tout dépend aussi du département dans lequel ils travaillent, donc les compétences humaines ou techniques, plus techniques. Donc vraiment, ça va dépendre de ce que l'on recherche, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc ça peut varier en fait, il n'y a jamais de fil conducteur bien précis. Si la stratégie elle change, les compétences qu'on va rechercher elles vont changer. Si le manager au-dessus, si on cherche autre chose par rapport à l'ancien manager, voilà, ça varie complètement. Mais généralement on essaye de faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre les départements, la stratégie de l'entreprise et voilà. Et alors, quand on t'écoute, on sent vraiment que c'est un poste qui te plaît, Oui. qui te parle, où tu peux justement exploiter vraiment à la fois les compétences que tu as développées durant tout ton parcours professionnel, mais à la fois académique. Qu'est-ce que tu retiens, on va dire, peut-être de ton bachelor à l'EM, qui te permet aujourd'hui d'être autant à l'aise sur ces missions? L'EM vraiment c'est une école, enfin c'est un parcours que j'ai vraiment trouvé très intéressant, hyper bien agencé et qui nous permet en fait finalement à la fin du BBA, si on veut pas poursuivre, on a les clés en main pour se lancer dans le monde professionnel. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le côté, il y a beaucoup de projets de groupe. Donc là où on doit mener notre projet, trouver de la base jusqu'à la finalité de celui-ci. Et justement, avoir toute cette gestion de projet, ces projets en eux-mêmes, on rassemble tellement de compétences que finalement, aujourd'hui, dans tout ce que je fais, j'arrive à allier beaucoup de choses, qu'elles soient d'un côté analytique, humain, de la communication. Il y a tellement... En fait, c'est un programme très polyvalent et on nous apprend aussi à utiliser toutes ces compétences, toutes ces notions qu'on nous a apprises via des professionnels, des enseignants qui ont un côté plus théorique. Et c'est ce que j'ai vraiment trouvé intéressant à l'EM. Alors effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui dans les écoles de commerce, on a plusieurs voies d'insertion. On a la voie prépa pour commencer le PGE juste après, où on a justement ce nouveau chemin, on va dire, qui est plutôt bachelor. Donc il y a une tendance aujourd'hui où il y a de plus en plus d'étudiants intéressés par le programme bachelor, pardon, qui est effectivement très professionnalisant. D'autant plus qu'il y a cette possibilité de faire de l'alternance très tôt, et c'est ce qui t'a permis vraiment d'être opérationnel assez rapidement. Hein. Oui, quand on bien voit sûr. les missions sur lesquelles tu évolues aujourd'hui en tant que M2, étudiante M2, on voit quand même qu'il y a assez de responsabilités. Tu travailles sur des enjeux très stratégiques, donc j'imagine que ta prise de décision et ton impact, enfin ton investissement et ton implication, pardon, a un impact direct aussi sur la performance de l'entreprise. Quelles sont selon toi les trois qualités professionnelles principales qui te permettent justement aujourd'hui d'être un élément et un atout majeur pour la boîte dans laquelle tu travailles aujourd'hui?
C'est une très bonne question. Ouais, petite introspection. Parce que quand on, voilà, enfin, ton parcours, il est juste sublime. Et quand on t'écoute et qu'on voit, voilà, cette aisance que tu as à expliquer exactement dans le détail les missions sur lesquelles tu évolues, les compétences que tu exploites et à quel point, ben, voilà, tu arrives à performer. Enfin, voilà, en tant qu'ancienne recruteuse, quand je t'écoute, je me dis, ah, j'ai pas un poste pour elle, là. Voilà. C'est sûr que voilà, t'as un très, très bon profil prometteur. Mais voilà, si tu devais faire cette petite introspection, qu'est-ce que tu penses de toi en termes de qualité professionnelle? De parler de soi. À chaque fois que je parle de moi, je dirais l'adaptation. Vraiment, c'est un truc avec l'UM, je le répète sans cesse, mais qu'on a appris. S'adapter aux différentes situations, trouver une solution, avoir la valeur ajoutée sur un projet, être à l'écoute. Alors je dirais adaptabilité, observatrice. Ça vraiment c'est quelque chose que j'ai appliqué, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Quand vous entrez dans une nouvelle expérience, observez. Même vous pouvez le dire à votre manager, ben, moi je souhaite opérer comme ça, je souhaite observer avant d'appliquer, est-ce que ça te va? J'observe beaucoup, je pose énormément de questions. Donc voilà, je dirais adaptabilité, observatrice et curiosité. Ne pas hésiter à poser des questions. Vraiment, quand on souhaite évoluer dans un domaine, on s'y intéresse, on a l'opportunité d'avoir des professionnels à côté de nous, ben, on leur pose des questions sur leur parcours, sur le détail de ce qu'on fait, quand on opère des missions, quand ils nous montrent quelque chose, ben, ne pas hésiter à aller dans le détail, ne pas avoir peur de l'erreur. Ça, je sais que c'est beaucoup de personnes qui se disent, bon, j'ai été pris, tout, etc. Faut pas que je fasse d'erreur, que ça soit tout carré. Ben non. N'hésitez pas à vous tromper parce que c'est quand on fait des erreurs qu'on apprend. Tout à fait. Donc vraiment, ce serait oui les 3 compétences que je dirais. Bah écoute, je partage tout à fait ton analyse personnelle. C'est vraiment ce qui te décrit. Et voilà, aujourd'hui, le coaching carrière, quand on a un consultant carrière qui nous accompagne pour identifier nos forces et nos axes d'amélioration, c'est une bonne chose. Mais si on n'a pas cette capacité, en tout cas cette prise de recul sur qui on est, quels sont nos points forts, nos facilités et nos capacités, ça peut aussi être compliqué pour trouver sa voie. Donc là, en l'occurrence, toi, tu l'as trouvé, puisqu'on a quand même bien travaillé et puis les choses étaient quand même assez pas mal développées de ta part. Maintenant, pour faire voilà, un focus sur le poste en tant que Talent Development Analyst, quel message t'aurais à passer à un étudiant ou à un jeune diplômé qui souhaiterait évoluer sur ce poste-là? Voilà. Demain, il veut postuler en tant que Talent Development Analyst. Qu'est-ce qu'il devrait mettre en avant? Quelles sont les compétences à faire valoir aussi dans son parcours professionnel et dans son CV? Et quel discours peut-être à avoir en entretien selon toi? Déjà, je conseillerais quand on n'a pas justement l'opportunité d'avoir une expertise avec le coach carrière sur notre profil, enfin vraiment le regard externe, déjà tout simplement de parler à notre entourage. Notre famille, c'est les premiers à nous le connaître au quotidien, leur demander, ben tiens, tu penses que je suis quelqu'un de plus introverti, extraverti, qu'est-ce que tu penses qui me correspond, où tu me vois dans 5 ans? Et déjà, avoir ce regard extérieur nous permettra de se dire, bah, en fait, finalement, je suis expert, entre guillemets, sur ça, si ça. J'ai ça ou je sais que j'aime pas du tout. Vraiment voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Enfin, moi, dans mon parcours, j'ai fait de la finance. Voilà. Certes, j'aime les chiffres au quotidien, j'aime l'analyse, mais pas pour autant que j'allais travailler dans la finance. Mais ça m'a permis d'acquérir des compétences que j'étudie jusqu'à maintenant. Mais voilà, j'y suis passée. Donc, vraiment, ne pas hésiter aussi à tester. Je dirais que c'est le moment jamais de tester en fait différents domaines, corps de métier, secteurs, pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui nous va pas. Et sur le long terme, voilà, s'épanouir et trouver la voie qui nous correspond. Et conseil pour évoluer sur ce poste, vraiment, ça a été très rapide ces 2 dernières années. C'est vrai que ben, grâce à l'UM Lyon, à toi, on est très accompagné, très entouré. Mais je dirais de se renseigner, enfin dans le sens de... Oui, peut-être d'aller rechercher aussi, regarder les fiches métiers, C'est ça. regarder qu'est-ce qu'on attend d'un Talent Development Analyst, quelles sont les compétences principales, quelles sont les nôtres, comment matcher avec la boîte, ou peut-être, voilà. Avec l'entreprise, ou même discuter, si on est dans une école de commerce, on a tout un réseau alumni, ne pas hésiter à aller vers des étudiants, généralement ils répondent. Donc voilà, chercher les corps de métier qui nous intéressent, etc., de discuter avec ces étudiants. Nos professeurs aussi, totalement, voilà, qui ont la partie beaucoup plus théorique, mais qui nous diront, ben tiens, pour ce métier, ben, il faut plus ça, si ça, et un peu moins ça, 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 et lui demander, ben, qu'en penses-tu de mon profil, est-ce que tu penses que je corresponds? Et je pense que c'est vraiment allier plusieurs parties pour avoir trouvé son fil conducteur. Et aussi, un conseil que je donnerais, c'est vraiment avoir toujours le dernier mot sur son propre parcours, puisque c'est notre vie, c'est notre parcours.
être accompagné, c'est pas forcément une prise de décision pour nous. Ouais. Voilà, c'est avoir des conseils, Tout à fait. avoir des pistes, Ouais. mais surtout c'est prendre la décision soi-même et ne pas avoir de regrets sur cette décision. C'est pas parce que un tel ou un tel m'a dit qu'il faut faire ça et je n'ai pas fait que ce n'est pas bon. Au contraire, on saura toujours nous-mêmes ce qui est bon. Et je rebondis effectivement sur ta dernière affirmation. Certains étudiants parfois nous donnent les clés de leur carrière professionnelle. Je sais pas ce que je veux faire, à votre avis, qu'est-ce que je peux faire? Donc comme tu le disais si bien, c'est très important d'être maître de ses projets, de ses aspirations. Nous, en tant que consultant carrière, on est plutôt là pour accompagner et orienter. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup donner quand j'accompagne des étudiants et qui me disent « Ah, mais comment vous avez fait, etc. » Je dis « Bah, en fait, moi, je suis juste venue chez toi, j'ai allumé la lumière. Parce que tu étais assis, il n'y avait pas de lumière, j'ai allumé la lumière, tu as vu tout ce que tu avais et tu dis « Ah, bah super, je peux faire ça. » Et oui, pour voilà, le mot de la fin, je pense qu'il faut retenir, c'est travailler sur soi-même, identifier ses forces, trouver toutes les ressources nécessaires, qu'elles soient niveau école, professionnelle, alumni, le premier cercle avec la famille ou même ses amis, et faire cette petite tambouille et voilà, essayer de comprendre où est-ce qu'on sera heureux, où est-ce qu'on sera épanoui, et puis faire le travail nécessaire naturellement sur les outils pour être identifié par la boîte. Exactement. Bon bah super, merci beaucoup Anaïs. Merci à toi, merci pour l'invitation. C'était super intéressant et moi-même en tant que recruteur, j'ai été recruteur il y a presque 5 ans maintenant le métier de Talent Development Analyst, c'est un métier qui me parlait mais j'avais pas forcément des données assez précises sur ça et je pense que le fait que tu nous aies partagé cette vision, en tout cas cette dualité entre le côté très analytique et très humain finalement, je pense que ça va aider pas mal de personnes à comprendre encore mieux ce poste et merci beaucoup pour ça. J'espère aussi et merci à toi. Bah, je t'en prie.